On est le 12 novembre et bienvenue en prenant votre café. On a tout un show aujourd'hui. Il y a du contenu, il y a du contenu. Il y a une tempête de neige. Une grosse tempête de neige. Qu'est-ce qui va rester de mes tournesols? J'ai aucune idée. Fini les pâtes italiennes aux États-Unis, c'est pas des blagues. Les transfuges politiques, je me souvenais pas, mais j'ai un voisin qui l'a été. Je vais vous parler de tout ça. Sarkozy qui est out. Legault qui fait presque un budget. Hein? Il est à l'attaque. Là. On va parler de ça. Les ingénieurs de la Ville de Montréal veulent travailler. Ben oui, toi. Dollarama, est-ce qu'ils s'enlignent vers Walmart? On va regarder ça un peu. Je vais vous parler du Wealth Effect. Qu'est-ce qui se passe quand la bourse augmente? Des hypothèques sur 50 ans, ça va être possible aux États-Unis. Ah! Je m'en vais au 12 novembre 1931. Je vais vous parler d'alimentation. Ça va être drôle. Et la radio, toujours des affaires comme ça. Hey, c'est vrai! Moi, je suis éleveur de moutons, hein? Je vais vous parler de ça. Hey, vous allez voir, c'est parti, mon kiki. Ben oui, on a eu le droit à notre première tempête de neige. Et qui dit tempête de neige, autrement, on veut dire manquer d'électricité. Ça n'a pas pris trop de temps, là. Ça n'a pas pris trop de temps. C'est pathétique ici. C'est pathétique. Je le marque tout le temps sur X. Je me plains pas pour me plaindre. J'en ris. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? T'sais? C'est comme ça. C'est toujours... On manque d'électricité plus d'une fois par semaine ici. C'est pas des blagues depuis bientôt 7 ans, à peu près. Pas toutes les semaines, bien évidemment, mais assez régulièrement. Je dirais que c'est au moins entre 30 et 40 fois par année. Le monde vous dit hey, tu te plais, toi, paye-toi une génératrice. Hey, dans le cul, le pain de sucre. Si je paye déjà pour Hydro-Québec, je ne m'installerai pas une grosse génératrice ici parce qu'Hydro-Québec ne fait pas sa job. Là. Moi, juste continuer à chialer à la place. Là. Alors, ça coûte moins cher. J'ai le droit de chialer, je paye. Est-ce qu'on a mis la crise climatique de côté? On le voit avec les projets de gaz naturel. On le voit avec l'approche de Trump. On le voit de plus en plus, on repousse les cibles de 2035. Est-ce qu'on l'a mis de côté vraiment ou on se rend compte que la technologie n'est pas là puis qu'on est incapable de régler la crise du climat aussi facilement que ça? Je pense que c'est un ensemble de tout. Je pense qu'il faut être conscient qu'on a un impact sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il est possible de faire en 2025? C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2025? Tu sais, régler, changer une auto à gaz pour une auto électrique, puis ça demande une centrale au charbon à côté, on n'a rien réglé, là. On n'a rien réglé du tout, là. Est-ce qu'on a trop crié au loup aussi? Tu sais, quand on a des folles, il faut se le dire, là, comme Valérie Plante qui s'est dit moi, j'étais mis au pouvoir pour régler le climat, puis elle veut fermer le Mont-Royal. Est-ce que ça nous fait vraiment décrocher une petite affaire? Hein? Moi, un petit peu. Quand on nous enlève les pailles de plastique, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va régler le climat? Ben non. On va régler le climat en acceptant qu'on va extraire du gaz naturel liquide. Pas régler, là. Mais qu'on accepte qu'on va remplacer les centrales au charbon en premier lieu par la gaz naturel liquide. L'hydroélectricité, bien sûr, là, mais en deuxième abord, ça devrait être ça. On ne l'a pas accepté ici. On fait partie du problème du climat mondial. Là. Si on avait exploité nos ressources naturelles un petit peu plus, on en exporterait déjà beaucoup de gaz naturel liquide. Tous les pays sont venus nous voir, on leur a dit non. On va parler de François Legault tantôt, mais il n'en a pas encore parlé de ça. Là. Donc, je ne pense pas qu'on a levé le pied. On se rend compte que la technologie n'est pas prête, qu'on a trop crié au loup. Il faut revoir la façon de le faire. Il faut arrêter de crier au loup. Arrêtez. La planète va survivre à nous en passant. Là. C'est nous qui allons disparaître. Il faut être conscient de ça. Là. Ben, un qui n'est pas disparu longtemps en prison, c'est Sarkozy, hein? L'ancien président, dis-tu président de la République?
Oui, c'est ça. En France, ben, il avait été en prison pour corruption avec la Libye, pour se faire élire. Et finalement, ben, il va passer 20 jours. Son prochain procès est en mars 2026. Fait que je pensais qu'il était pour sortir avant ça. Donc, j'ai trouvé que ça a pris du temps un petit peu avant qu'il sorte. Ça finira jamais, ça. Ça finira jamais, cette saga-là. Euh, Quand même. Hein. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs transfuges politiques dernièrement. Il y a eu ben, des nobody, hein, on va se le dire. Là. Mais en 2003, il n'y avait pas eu un nobody. Là. Il y en avait un très haut considéré dans le Parti conservateur qui avait sacré son camp pour rejoindre Paul Martin. Il s'appelle Scott Bryson. Et je ne vais pas parler de sa vie privée, mais il habite ici. Il habite à 2 maisons de la mienne. Il avait été un transfuge en 2003. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit être un lobbyiste maintenant, j'imagine. En 2005, qui ne se souvient pas la belle Belinda Stronach? Et je fais une blague avec la belle Belinda Stronach parce qu'elle sortait avec Peter MacKay du Parti conservateur. Elle était conservatrice et elle est partie pour les libéraux en 2005. Il me semble qu'elle avait même fait la course à la chefferie aussi, soit conservatrice ou libérale. C'était pas des petites pointures. Et Belinda, pourquoi je dis la belle? Parce qu'elle aussi, elle s'était déclarée, est-ce que j'ai du pouvoir puis on m'accorde beaucoup d'intérêt parce que je suis une belle femme ou parce que je suis compétente? Elle avait soulevé la question dans ces années-là, le 2003-2005. Elle avait été un transfuge aussi, une transfuge. Donc, il y en a des transfuges, des grosses pointures aussi, et pas juste des députés d'arrière-ban. Donc, je suis toujours contre ça pareil, là. Mais c'est pas d'hier, puis ça va continuer. Encore, d'ailleurs, ça fait des beaux sujets de débat aux débatteurs. C'est une valeur que j'avais pas pensé à ces deux noms-là lorsque j'ai débattu la semaine passée aux débatteurs sur ce sujet-là, justement. Ça vous tente-tu d'avoir une petite relation avec votre patron? T'sais, aux États-Unis, t'es congédié presque, le CEO, s'il y a une relation avec un subalterne. Moi, ça me fait rire, les subalternes. T'sais. Il n'y a pas personne de subalterne dans les entreprises. Tout le monde est. Je comprends l'ordre hiérarchie, mais j'en ai pas chez nous de l'ordre hiérarchie. Tu fais des guimauves, tu fais des guimauves. Tu as de la moutarde à faire, tu fais de la moutarde à faire. Oui, il y a un petit peu d'ordre parce que ça en prend quelqu'un qui dit OK, il va faire de la moutarde. C'est pas tout le monde qui dit OK, je vais faire de la moutarde. Mais le moins de couches possible. Et ben, il y a une étude qui est sortie. Quand tu as une relation, t'as une relation avec ton patron, c'est souvent le patron, là, c'est rarement la patronne. Bref, tu as 6 de plus de revenus que tes collègues. Mais pourtant, il ne doit pas avoir tant de monde que ça là, qui couche avec le patron. Hein? On le sait bien, toi, tu couches avec le patron. C'est la même chose que ah, t'es riche, toi, d'être dans la drogue. quand, quand je suis devenu riche en 2012 et que les gens me voyaient dans l'œil du dragon, c'est ce que les vieilles personnes disaient dans mon coin. On le sait bien, lui, d'être dans la drogue. Mais attention, hein? Tu peux faire plus d'argent si tu couches avec le boss. Mais si tu ne couches plus avec le boss, normalement, dans les années qui suivent, tu perds 18 de ton salaire. Fait que, est-ce que Marilyn continue à sortir avec moi à cause de ça? Moi, il demandait. Moi, il a envoyé les statistiques. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Moi, surtout, il fait porter attention au chiffre de moins 18 euh... Ben, écoutez, c'est de la grosse humour. Hein. On va s'applaudir parce que il n'y a pas une foule, c'est pas enregistré devant le public, ça, cette affaire-là. Hey, fini les pâtes italiennes aux États-Unis. Des taxes de 107 les Italiens capotent parce qu'il y a un immense marché. Mais, soyons réalistes. Là. Des pâtes, c'est fait avec la semoule de blé. Est-ce qu'on peut les faire aux États-Unis? Moi-même, je me mets dans la peau d'un premier ministre. Là. Puis je regarde ça. OK, je compte les tarifs en partant. Là. Mais j'encouragerais sérieusement de faire des pâtes américaines ou des pâtes québécoises. Même ici, on peut le faire. Là. Est-ce qu'on a des pâtes québécoises faites avec de la semoule de blé avec la méthode italienne?
Je pense qu'on peut le faire. Il faut regarder qu'est-ce qu'on mange puis qu'est-ce qu'on peut faire ici. Là. C'est ça. C'est ça que le gouvernement devrait encourager. Il aime ça être interventionniste, Legault, puis Mark Carney. Là. Mais regardons ce qu'on mange en premier. Ce pas des projets spectaculaires. Mais ça fait un méchant impact, quand même. Là. Pas spectaculaire, des pâtes. Ça l'est pour les Italiens parce qu'ils en exportent beaucoup, là. Mais quand même, on peut le faire ici. Là. Ils peuvent le faire aux États-Unis. Donc, mais c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Quand même, hein? Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un produit qui devient sur une tablette, qui vient sur une tablette. On ne pose pas de questions. Puis il prend de l'expansion. Puis il prend de l'expansion. Puis on oublie. Parmi les entrepreneurs, ben pourquoi je ne le ferais pas ici, moi? Il me semble que ça n'a pas de sens de voir juste des pâtes italiennes. Regardez, on fait un panettone. C'est italien. On ne le fait pas encore, là, je gosse dessus. Là. Je l'avais déjà fait, je l'ai enlevé, j'essaie qu'il soit prêt pour Noël, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On va le réussir, mais c'est complexe. Yannick m'a envoyé ça, un ami. Les Forces armées veulent augmenter leur réserve, hein, leur réserviste de 24 000, je pense qu'ils sont à 300, 400 000. Puis là, ils vont demander aux 300 000, non, sont 400 000 presque, employés fédéraux, de s'enrôler comme réservistes. Ce qui fait pas de sens. Ce qui fait du sens hein, quand tu y penses. Là. Tu travailles déjà pour le gouvernement fédéral, tu peux bien être réserviste. Je ne sais pas ce que ça l'implique, là. Mais d'après moi, il n'y en aura pas 300 000, là, mais ça fait du sens. Il devrait l'offrir à tout le monde, tant qu'à en avoir, là, mais je ne sais pas comment ça paye. Là, comment ça paye réserviste? Pourquoi qu'on ne demanderait pas à Perplexity? On va demander. On va demander ça. C'est parce que vous allez faire des recherches, vous allez mal dormir. Là. Perplexity AI. Je vous amène ici. Combien ça paye être réserviste de l'armée au Canada? Donne-moi une réponse. On doit bien payer quelque chose. J'utilise beaucoup perplexity.ai. Si vous avez Belle, vous avez la version pro. Commence autour de 127 pour un soldat. Ils peuvent aller jusqu'à environ 185 par jour pour un caporal. Augmente ensuite. Se paye à la journée. OK. Quand on a besoin de toi pour aller des dégâts d'eau, là, tu vas te payer 127 $ par jour. J'imagine que tu dois ton congé sans solde en même temps. Ça va au Québec. Congé avec solde pour servir le pays. Là. Tu ne prendras pas un congé sans solde à 500 $ par jour pour aller mettre des poches de sable sur une maison inondée. Là. Hey, François Legault a décidé de sortir l'artillerie lourde et son nouveau projet d'investissement. Ça ressemblait presque à l'annonce d'un budget. Hein? Et il se déclare interventionniste. À côté dans le tapis, c'est bien évident, la Caisse a investi dans 24 000 entreprises pour 16 % du PIB. Techniquement, la Caisse est supposée être indépendante et il demande d'y aller. D'après moi, Charles Lemont n'a pas digéré ça parce qu'il n'était pas là. Les VP étaient là à l'annonce, mais pas Charles Lemont qui est le président de la Caisse. Quand ton premier ministre annonce quelque chose de gros comme ça, qui fait une annonce, qui est le président de la Caisse n'est pas là, parce qu'il est occupé ailleurs, hey, sincèrement, là, il n'y avait quand même pas de rencontre de parents à l'école, là. T'es supposé être là. T'es supposé être là. Il te demande d'être impliqué dans son grand projet d'investissement. Il veut profiter de la défense, François Legault, c'est bien évident. Il veut profiter enfin de l'intelligence artificielle depuis le temps que je le dis. Depuis le temps que je le dis qu'on passe à côté d'une manne exceptionnelle. Mais il n'a pas parlé de l'exploration de gaz encore. Il n'a pas parlé d'oléoduc, qui est une autre affaire qui va nous passer sous le nez aussi. Là. Le gaz naturel, on en a ici, il faut l'exploiter. Il faut le sortir du Québec, il faut qu'on s'enrichisse. C'est beau, les mines, c'est parfait. L'intelligence artificielle, on n'a pas le choix. C'est à fond de train qu'on doit aller là-dedans. Idéalement, tu parques sur le Grand Nord pour ne pas utiliser les lignes de distribution. Ça prend peu de personnes à gérer ça, là, de toute façon. Là. Enfin, on va voir ça.
L'affaire qui me dérange avec François Legault, c'est qu'il manipule les chiffres pour dire qu'on a beaucoup de croissance au Québec. Regarde, notre pouvoir d'achat s'est amélioré. 100%. Mais au prix de combien de grèves? On a 93% des grèves ici. On a des gens, on a vu comme dans la STM hier, qu'on ne peut pas congédier, même si l'intelligence artificielle peut remplacer quelqu'un. On finance la STM là, énormément. Puis combien que d'entreprises comme la STM, où les emplois sont gardés, puis on finance ça à coup de la dette? Je rappelle que le pays, la province, le pays, la province a eu une décote. Hein? Les finances ne vont pas bien. On n'a pas vu de budget depuis un bout. Là. Mais quand on voit le prochain budget, là, ça ne sera pas joyeux. Puis François Legault est très fier d'être interventionniste. J'ai pas de problème. Si c'est bien fait. Le problème, c'est que c'est mal fait. La filière batterie, là, la plupart des gens que vous m'écoutez, puis incluant moi-même, on n'a jamais cru à ça une minute. Là. Qui c'est qui aurait pu croire à ça, des entreprises qui grandissent bien trop vite, alors que la Chine est en avance? À un moment donné, il faut que tu sois intelligent avec tes investissements. Là. Mais bref, il essaye de quoi? Les centres de données, 100%. La province devrait être blindée de centres de données. Il devrait en avoir partout. On a l'énergie verte ici. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Faisons-le. Hein? On va aider la planète parce qu'ils vont se construire, les centres de données. Quand même. Quand même qu'on ne voudrait pas, ils vont en avoir. Ça donne leur cours. Ça donne quoi de bouder notre plaisir? Surtout qu'on peut faire de l'argent, puis elle est verte, notre électricité. En même temps, François Legault a parlé des travailleurs forestiers, puis il l'a dit en conférence de presse. Il faut trouver de quoi, puis c'est là qu'il veut amener des grands chantiers comme Hydro-Québec pour dire aux gens du domaine forestier, vous allez perdre votre emploi. 50% vont perdre leur emploi. Il y a 60 000 personnes qui travaillent dans le domaine forestier. Il y a à peu près 30 000 qui vont perdre leur emploi. Bien entendu, ça ne fait pas l'affaire de personne. Mais c'est la réalité. Pas demain qu'on va rentrer des 2x4 en pleine pelletée aux États-Unis. Là. Ça n'arrivera pas. On n'a pas développé la filière bois vers les granules. Je parle des granules, je ne sais même plus si le marché est encore rentable. Mais on n'a pas développé le marché vers ailleurs. Ou de dire, regarde, on en exploite juste trop. Fait que oui, il faut trouver des débouchés. Puis si c'est les grands chantiers d'Hydro-Québec, bien tant mieux. Mais les grands chantiers d'Hydro-Québec, François Legault, il faut qu'il passe par-dessus le BAP, par-dessus les Autochtones. Il faut que ça aille plus vite. Il faut être capable de passer par-dessus le BAP. Il va falloir peut-être qu'il le mette de côté. T'sais, si ça prend 6 ans à approuver un projet, on ne peut pas le faire. Là. On ne peut pas donner du chômage pendant 6 ans à ces gens-là. C'est tout de suite que ça se passe. Là. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, la métropolitaine. On veut rénover l'autoroute métropolitaine à Montréal. Quel bordel ça va être. À Boston, ils ont fait le big deal, hein? Big drill, whatever. Ils ont enfoui tout ça en dessous de la terre. Ça ne sera pas possible ici. C'est quand même quelque chose qui défigure Montréal. Là. Donc, les ingénieurs disent, mais non, mais on devrait en profiter pour verdir, pour sauver le climat. C'est toujours ça, hein, sauver le climat. Tu ne sauveras pas le climat en bâtissant une autoroute, peu importe comment elle est verte. Là. OK? Donc, ils disent, on va faire 2 étages, mais le 2e étage, ça va être un espace pour y vivre avec des espaces verts. Un peu comme la place des Montréalaises qui a coûté 100 millions. Là. Alors, acceptons qu'on va rénover le métropolitain et arrêtons de penser qu'on va sauver le climat. On fait une autoroute pour faire passer des chars à gaz. Là. Verdir par-dessus, là, ça va coûter combien puis combien de béton? Parce que le béton n'est pas tellement bon pour l'environnement. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas être niaiseux et être débile d'aller construire un jardin vert au-dessus de l'autoroute métropolitaine pour penser sauver le climat quand on va y mettre du béton à pleine pelletée. Là. Calmons-nous. Là. Mais, tu sais, quand on écoute les ingénieurs, ça prend ça. Il faut sauver. Tu sais, sauver le climat, là, c'est dans n'importe quelle phrase, là, ce que tu glisses, mettons, Post Canada. Ouais, mais c'est pour le service aux Autochtones et aux aînés qu'on fait ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est assez dur après ça, d'arriver avec un argument sans te faire passer pour n'importe quoi, autre que l'argument économique. Là. Et en parlant d'ingénieurs pour le métropolitain, bien, les ingénieurs de la Ville de Montréal, il y en a 575. Puis ils ont sorti dans les journaux pour dire, écoutez, on veut travailler.
On ne travaille pas. Chaque fois qu'il y a des projets, la ville utilise des ingénieurs de l'extérieur. Techniquement, c'est ta bague, là. Tu es compétent. C'est bien dit techniquement, mais techniquement, tu es compétent. Ils sont là, ils se pognent le beigne. Ils veulent travailler. Ils ne sont pas en négociation, là. Ils veulent travailler. La Ville de Montréal ne les fait pas travailler. Ça coûte combien d'ingénieurs, vous pensez? Tu sais, quand on regarde là, les villes, puis on regarde là, tout ça, là, les millions et les millions qu'on peut sauver en gérant mieux. Mais là, la nouvelle mairesse, Soraya, s'est promenée un peu dans les rues, avec un journaliste à regarder des comptes, il falloir que ça se fasse plus vite, elle est pleine de phrases creuses. Là. Je vais analyser, ça prend un gérant de chantier. Y a-tu un gérant de chantier? Tu sais, c'est plein de phrases creuses d'une femme qui n'a jamais géré. Là, tu sais, ça ballonne à des gonfles rapidement. Là. Faut que je me lance en 2029. Là. Mathieu est bien mieux d'être bon, puis la relève est bien mieux d'être là. Là tu sais. La loi 14 sur d'encadrer le droit de grève et empêcher certaines entreprises de faire la grève, justement. Le ministre Boulay veut la passer pour qu'elle soit disponible aujourd'hui. Il ne veut pas faire le baillon, mais Québec solidaire est contre, parce que Québec solidaire, aussitôt qu'il y a un emploi en danger, il faut qu'il soit contre. Pense pas aux gens, pense à 2-3 travailleurs, là. Mais il faut encadrer ça. Dès que tu es en situation monopolistique, oligopole, oligopolistique peut-être, dès que tu es une entreprise où ce que tu contrôles, domines un marché comme la STM, il n'y a pas de concurrence, tu viens avec des conditions exceptionnelles, déjà en partant. Fait que le droit de grève ne devrait pas faire partie de tes négociations. Trouve autre chose. Négocie. Continue à négocier jusqu'à temps qu'il se passe de quoi, là. Et moi, quand je négocie un deal avec une entreprise, là, je négocie. Je dis pas, OK, ben, je te livrerai plus, là. Non, tu négocies. Il y a moyen de négocier. Ça peut prendre du temps. Mais le droit de grève doit sauter. Vous avez ambitionné sur le droit de grève. C'est assez de prendre les gens en otage. Vous avez déjà des conditions de travail exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Vous avez déjà des conventions collectives qui n'ont aucun bon sens. Ben, tu perds quelque chose. Tu ne peux pas tout gagner partout. 100% d'accord avec ça. Et j'ai bien hâte de voir ce que les partis d'opposition vont faire pour mettre des bâtons dans les roues aux millions d'usagers qui utilisent le transport en commun. Ils vont-tu penser à eux? Ils vont penser à faire de la petite politique. On va voir rapidement aujourd'hui qui fait de la petite politique, qui pense aux usagers. Ben, les marchés nous ont gâtés lundi. Ben, une belle augmentation. Ben, le shutdown est presque réglé aux États-Unis et les mauvaises nouvelles sont pas si pires que ça. Donc, l'économie va bien. Hein? L'économie va bien. Donc, le Dow Jones a monté, le Nasdaq a monté, mais là, il rebaisse. C'est normal. Là. On n'est pas encore dans son all-time high. On a rebaissé un peu, mais regardez si vous voyez la ligne bleue, qui est la moyenne, il est exactement ce qu'il devrait être. Il n'est pas en surachat, il n'est pas en surbaisse. Donc, c'est les Bollinger Bands. La verte est en bas, la bleue est dans le milieu et le rouge est dans le surachat. Donc, il est exactement en ce moment le Nasdaq. Ça ne veut pas dire qu'il est surélevé, mais il est exactement où il doit être pour le moment, selon les données. On va revenir un petit peu à la bourse dans quelques minutes. Je vais vous parler du désir de se lancer en affaires, en entrepreneuriat, qui est le plus bas au Québec parmi toutes les provinces. Et qui sait quand François Legault parle, on va faire ci, on va faire ça, puis tout ça, s'il n'y a pas d'entrepreneur qui pense se lancer en affaires. Pourquoi qu'on ne se lance pas en affaires? Qu'est-ce qui nous rebute? Hein? L'argent, vous allez me dire? Non. Il faut faire rêver. Et parce que si tu penses te lancer en affaires, puis le jour 1, tu vas avoir du financement, tu ne survivras pas. C'est pour ça que personne ne finance ça. Il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues. Il faut glorifier nos entrepreneurs, pas trop, mais qu'il y ait un message clair du gouvernement qu'on n'est pas une bande de grosseurs. Accepter que bâtir une entreprise, c'est un long processus. La glorification instantanée des TikTok ou d'Instagram, c'est pas pour les entrepreneurs. Vous n'allez pas passer au travers.
Donc, c'est tough, se lancer en affaires. Même le reprenariat, c'est tough, reprendre une entreprise qui existe. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on a trop de facilité d'avoir un emploi au gouvernement? Ah, je vais aller travailler là un petit peu, puis on verra par la suite. Est-ce qu'on soutient trop l'économie, qui fait qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui se lancent? C'est une bonne job, là, tu es heureux. Là, parmi les travailleurs forestiers, il va y en avoir combien là, qui vont se lancer en affaires dans quelque chose d'autre? C'est dans les moments les plus toughs aussi qu'on se lance en affaires. Pas quand le gouvernement donne de l'argent à plus compter. Il faut regarder pourquoi. Et quand tu es dans un gouvernement interventionniste, ben, puis tu as une facilité, puis tu as des conditions de travail exceptionnelles quelque part, les gens se disent ah, j'aurais aimé ça me lancer en affaires, mais je fais 100 000, toutes dépenses payées, j'ai mes 15 journées de maladie payées quand même, je suis pas malade, mes 4 semaines de vacances, ça fait 7 semaines de vacances. Là. Juste ça, là, c'est assez dur de se lancer en affaires avec ça pour quelqu'un qui travaille à STM, mettons. Là. Tu laisses tomber ça vraiment? La sécurité d'emploi à tout prix. Au Québec, il y en a ben trop dans les syndicats. C'est sûr que tu ne lanceras pas en affaires avec ça. Là. Jamais. Tu es blindé. Pourquoi tu vas prendre le risque à un moment donné? C'est qu'il ne faut pas que tu rentres là. Un coup, tu rentres là, dans ces entreprises-là. En ressortir, tu y penses 2 fois. Là. Tu sais, mon frère qui est professeur, qui est directeur d'école, là, il reste 8 ans. Je ne peux pas le convaincre. Lâche ta job, viens-t'en à temps plein à la ferme. Quel genre de conditions de travail il faut que je donne? Puis même si je donne, il n'y aura jamais le fonds de pension qui est en train d'avoir. Là. Donc, il faut que j'attende 8 à 10 ans. C'est comme ça. Dollarama, on va aller voir l'action de Dollarama. Dollarama qui commence à vendre du lait. Ils font des tests Dollarama près de la station Namur. Dollarama. Dollarama. Et Dollarama, year to date, plutôt bien. On va pas les autres graphiques. J'ai des taux. On va aller voir un autre. Là, je le vois. Ah ben, on va regarder Apple en attendant. Apple qui avait sorti un iPhone Tin. Les gens ne l'aiment pas. Il a coupé sur la qualité de la caméra, il a coupé sur la batterie, il a coupé sur tout pour avoir un téléphone qui était plus mince. Finalement, ça n'a pas passé. Donc, ils vont le retirer. Ils ne l'ont pas annoncé encore officiellement, mais ils vont le retirer en 2026. Il ne reviendra pas avec. Ça va avoir été une seule année. Et c'est spécial quand même. Hein? Tu sais, quand tu t'achètes un iPhone, tu achètes un téléphone haut de gamme. Et là, les gens achètent un téléphone et ils disent ouais, mais j'ai pas le haut de gamme que je devrais avoir. Ça marche pas. Il aurait fallu qu'ils vendent bas de gamme, vraiment, puis qu'ils le disent presque, mais bon, Apple n'est pas pour dire ça. Là. Je voulais aller voir Dollarama. Dollarama. Bon, OK. Dollarama qui n'est pas son plus haut, là, mais quand même, 187 Dollarama qui est un fleuron. C'est pas mal, là. T'sais. Une capitalisation boursière de 50 milliards quand même, qui commence à vendre du lait pour faire des tests. Et quand on voit l'évolution de Dollarama d'un magasin juste à 1 à d'autres friandises, à des ustensiles, tranquillement, si vous regardez un peu, l'alimentation, on commence tranquillement à ressembler aux premières versions des Walmart. On est loin là, de Walmart, là. Mais quand on regarde tout ce que Dollarama vend et vers où il s'en va, ben, tranquillement, on s'en va vers de plus en plus vers ça. C'est un beau succès. Là. C'est une entreprise qui innove constamment. Là. On s'entend, le lait ne peut pas faire des gros deals. Il doit respecter les prix minimum. Parce que tu ne peux pas vendre le lait à n'importe quel prix, à moins que ce soit d'autres laits autres que protéinés. Là. Mais je trouve ça intéressant de voir l'évolution d'une compagnie qui innove constamment. Bon, c'est pas la grande innovation, là, mais tu sais, c'est ça, c'est innover. Des fois, j'arrive avec quelque chose, puis c'est pas une grande innovation. Mais c'est une petite innovation sur la façon qu'on va le marketer, c'est une innovation comment on va le faire. Regardez, on fait des crèmes. On s'entend, là? Sur le marché en ce moment, tu peux avoir une crème pour tout. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce marché-là? Entre autres, de faire des crèmes ultra haut de gamme à prix abordable. That's it, je suis trop cheap pour payer une crème 250$. Notre nouvelle crème corps, c'est les comparaisons des crèmes.
Je l'offre à 42 $. Et en même temps, ça me permet de faire vivre ma ferme en faisant de l'huile de soya et de tournesol pour en faire des crèmes aussi. Donc, je réponds à un besoin d'avoir des crèmes haut de gamme à prix abordable. Deuxièmement, je fais vivre ma ferme. C'est pas de la grande innovation, là. Je vais pas innover une nouvelle crème qui va te rajeunir, là. Oui, elle a des propriétés rajeunissantes. Mais ça reste une crème. On va tout vieillir pareil, là. On va juste vieillir un peu moins ridé, puis avec une belle peau le plus longtemps possible, ben si les crèmes peuvent aider. Mais encore là, ce pas des miracles, là. Mais je le vois que ça fonctionne. Donc, Dollarama n'a pas innové, puis oh my God, hein? Ils vendent juste du lait. Mais c'est de l'innovation pour un marché comme ça. Et ça se peut que ça ne marche pas. Probablement que ça va marcher. T'sais. Parce qu'on fait de plus en plus notre épicerie chez Dollarama. Tu peux le faire. Ce n'est pas des choses santé, il n'y a pas de légumes frais. Mais petit chef Boyardi, là, ça doit faire 40 ans que je n'ai pas mangé ça. Il y a quelque chose qui se passe avec le marché boursier. 87% des actions sont détenues par 20% des personnes les plus à l'aise. Le 13%, c'est les moins nantis, ceux qui ont un petit peu moins d'argent. Mais on pense tout le temps, ah oui, s'enrichir à bourse. C'est pas bon pour l'économie, parce qu'on veut souvent les taxer, les gains non capitalisés, en disant que c'est pas bon pour l'économie. Mais c'est faux, parce que chaque 1000 $ de gains en bourse se traduit pour des dépenses supplémentaires de 35 à 50 $. Vous me dites, c'est pas beaucoup. Mais regardez, j'en fais partie. J'ai brisé des placements dernièrement parce que ça a bien aidé. Et j'ai décidé de rénover ma cuisine en campagne. J'ai décidé d'investir dans mon usine aussi. Avec des nouvelles unités de réfrigération. Les frigidaires et les congélateurs étaient prêts, c'était juste pas fait. Donc, c'est grâce à l'augmentation du marché boursier. Je l'ai fait. Donc, j'ai sorti de l'argent parce que ça a bien bénéficié. Puis, j'ai dit, ben, à un moment donné, il faut bien l'utiliser. Puis, je vais avoir une usine qui est toujours, il faut toujours moderniser. Hein, tout le temps, tout le temps. L'été passé, j'ai eu des problèmes avec mon container congélateur. Je ne veux plus leur vivre, cette problématique-là. Donc, puis j'avais la place dans l'usine, mais à un moment donné, c'est une question de fonds, d'argent. Donc, là, j'ai pris des déplacements pour et faire ma cuisine et terminer certaines parties qui n'étaient pas terminées dans l'usine. Donc, c'est faux de dire qu'on fait juste s'enrichir et on ne fait pas rouler l'économie. Au contraire. Au contraire, c'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent qui n'aurait pas été dépensé. Là. Si je n'avais pas eu les gains à la bourse dernièrement, j'aurais probablement... Je n'étais pas pressé de faire une cuisine. Elle était correcte. Elle n'était pas parfaitement à mon goût, mais je n'étais pas, pas en punition. C'était pas comme, OK, my God, ça presse. C'est du luxe. Donc, les gains faits à la bourse augmentent beaucoup les dépenses. Et pourquoi l'économie va bien? Parce que la bourse va bien. Les gens dépensent. Le marché du détail va bien. Les gens dépensent. Pas à l'infini, l'augmentation de la bourse, là, mais ça a quand même définitivement un impact non négligeable. Les hypothèques de 50 ans, est-ce que ça vous tente? Bien, Trump veut ça. On s'entend, là, lorsque tu hypothèques ta maison pour 50 ans. Tu ne t'achètes pas une maison. Tu te payes un loyer. Tu ne rentabiliseras probablement jamais ta maison là, avec les intérêts que tu vas payer. Tu te payes un loyer. Il faut le savoir. Il faut être à l'aise avec ça. Puis c'est bien correct, là. Mais tu t'enrichiras pas avec la maison. Tu vas payer des intérêts pour toute ta vie. Mais si c'est ça pour que tu aies ta maison à toi, que ça fasse rouler l'économie, tant mieux. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas un bon placement que ça mérite pas de vivre. On ne mérite pas de vivre dans une maison, là. On a le droit. C'est pas une punition vivre en appartement non plus. Faut pas que tu le vois comme ça. Marilyn a vécu en appartement, puis elle n'est pas en punition pantoute. Là. Son toit coule jamais, elle. Là. C'est cool, c'est pas son problème. Moi, c'est le mien. Vous savez, les cartes de crédit n'ont pas toutes le même poids pour le marchand. En tout cas, aux États-Unis, là. Quand vous avez des points, on a tous des points, hein, il y a quelqu'un qui paye. C'est souvent le marchand qui va payer ça avec mettons, la carte American Express avec JP Morgan, mettons.
tu vas peut-être payer 2,1 versus la carte American Express pure, où tu vas payer 2 de frais. Ça coûte cher, les frais de carte de crédit. C'est un poste de dépense assez élevé chez nous. Il faut le payer, ces frais-là. C'est inclus dans la transaction qu'on fait, là, mais on les paye. Là. Ça coûte cher. Donc, aux États-Unis, maintenant, techniquement, si tu acceptais Visa, c'est marqué Accepte Visa ici, c'était Visa partout, mais là, il y a des magasins qui vont dire non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, parce qu'elle est trop généreuse en points. Et les points, ben, c'est les marchands qui payent. Tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien de gratuit. Là. Il y a toujours quelqu'un qui va payer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mettons que vous me demandez, je ne sais pas pourquoi, la semaine passée, c'était une trollée de commandites. J'ai dit tout le temps non. Puis j'ai dit tout le temps, ben, un, j'en fais pas. Puis deux, si j'en fais, il faut que je monte mes prix. C'est pas sorcier, là. Je vends vraiment pas cher la qualité qu'on fait pour avoir le maximum de volume. Je ne peux pas commanditer. Est-ce que vous voyez Dollarama commanditer des gens? C'est assez rare. Hein? On ne les voit pas faire de pub non plus. Donc, je ne suis pas Dollarama, au contraire, mais à un moment donné, ces façons de fonctionner-là permettent aux clients d'avoir des bons prix dans à peu près tous les items qu'on vend. Je ne fais pas de commandite, je ne fais pas de pub. C'est mon temps à moi qui est passé à faire des lives, des statuts, être près de vous, vous jaser, être là la fin de semaine pour ceux qui viennent à la ferme, être là. Donc, les cartes de crédit, ça se peut qu'à un moment donné, vous allez voyager, puis non, on n'accepte pas celle-là. Ça se peut. Je vous parle de radio, le 105.7 et Sébastien Benoît, Marie-Ève Janvier après une pause indéterminée de la radio avec Marie-Pierre Morin le midi. Marie-Pierre Morin qui était au 99.5 avant qu'elle devienne Cube. Et elle est partie, Marie-Pierre. Elle est épuisée. Qui on a trouvé pour le remplacer? Pour la remplacer? Sébastien Benoît. Sébastien Benoît qui fait déjà la radio en après-midi, donc ça va être étiré jusqu'à 5 heures. L'autre que je ne comprends pas l'engouement, mais je peux comprendre que vous l'aimez, le Dufour, va faire de 17h à 19h. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a très peu de nouveaux. Hein? Quand tu es obligé de sortir Sébastien Benoît, parce que les codes d'écoute ne sont pas là, tu n'oses pas amener de nouveaux visages. C'est ça la radio en ce moment. Là. On emmène très, très peu de nouveaux visages et tous les visages féminins sont remplacés par des visages masculins, des voix. Très dur. Ça, c'est un signe là, que, regarde, les nouveautés ne sont pas acceptées. On essaie de garder notre base, on ne va même pas en chercher de nouveaux auditeurs. On ne va pas chercher de nouveaux auditeurs, on essaie de garder ce qui est là. Et ce qui est là, on évoque des valeurs sûres, ceux qui sont là. On ramène des vieux de la vieille. Comme Denis Lévesque la fin de semaine. Quand même, hein? Oh my God! Tu sais, je suis éleveur de moutons, je pense que vous le savez. J'ai toujours été là-dedans. Mais il y a une étude qui est sortie que un bélier sur 12 est gay. Donc, on a déjà eu ça, des béliers qui... Elle voit une femelle, ça ne l'intéresse pas, pantoute. Pantoute. Donc, ils ont sorti... C'était une belle histoire de marketing quand même, là. Donc, ils ont sorti le Rainbow Wool. Donc, dans le fond, il y a une compagnie qui se spécialise de ramasser tous les béliers. Tous les béliers qui sont gays. Adopte Gay Sheep. Donc, mettons que moi, j'en aurais un. Je les appelle, je ne sais pas où ils sont situés, là, mais ils vendent à Los Angeles. Ils sont peut-être aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Je ne me souviens pas. C'est pas important. Et donc, je pourrais les appeler pour dire, ben, regarde, j'ai un bélier qui est gay. Il ne veut rien savoir. T'sais. Fait que lui, il ramasse la laine. Au lieu de les envoyer à l'abattoir, c'est juste des élevages de béliers. Puis il ramasse la laine pour en faire des produits. Sincèrement, c'est un beau coup de marketing. C'est un très beau coup. Regardez, j'en parle. C'est un peu comme la compagnie en Nouvelle-Zélande qui fait du pet wine avec de l'herbe à chat et de l'eau. Je peux le faire demain matin. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, ils font du linge, ils ont une collection et un bélier sur 12 est gay. Ben, coudonc. Hey, je vous amène le 12 novembre 1931. Et c'est toujours le fun de voir les nouvelles d'il y a très longtemps. Là. La vie au foyer. L'alimentation.
Il ne faut pas oublier de déjeuner si l'on veut conserver sa santé. Le déjeuner est l'un des plus importants repas du jour. On nous a souvent dit ça, hein? Mais je vais sauter un peu, là. On ne doit pas non plus omettre son déjeuner comme on n'oublierait pas de prendre une provision de gasoline en prévision d'un voyage en automobile. Hein? Voilà. La mode de ne pas déjeuner afin de garder une taille fine peut avoir peu de résultats visibles pour le moment, mais elle brise lentement la santé et c'est néfaste, surtout pour les jeunes dont le corps réclame de bons et nombreux plats. De plus, la science nous révèle qu'un surplus de graisse raisonnable est profitable jusqu'à l'âge de 30 ans, car il forme une réserve compensatrice de la maladie et des efforts trop violents. Une vie maladive peut résulter d'une diète mal digérée pendant la période de croissance. Vous avez en bas de 30 ans, mangez, vous avez besoin d'un peu de gras. Un peu de gras. La science le dit. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi, le 12 novembre. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.